Le 6 juin 1944, plage de Juneau, Normandie, France. Le soleil peinait à percer les lourds nuages gris lorsque le lieutenant-colonel James Miller se tenait sur le pont d'un navire de commandement, à 3 miles au large. Le sel de l'air marin piquait son visage. L'odeur du carburant diesel se mêlait à celle de l'océan. À travers ses jumelles, il observait la 3e division d'infanterie canadienne se diriger vers la plage qui leur avait été attribuée. La fumée des tirs navals flottait au-dessus de l'eau. Le grondement des explosions se faisait entendre comme des tambours lointains. Miller baissa ses jumelles et se tourna vers l'officier à ses côtés. « Regarde ces idiots canadiens », murmura-t-il en secouant la tête, chargeant droit vers des positions fortifiées comme s'ils étaient invincibles. L'autre officier rit nerveusement. Ni l'un ni l'autre ne savaient qu'ils étaient témoins du début d'un événement qui allait à jamais changer la façon dont l'Amérique percevait son voisin du Nord. Ni l'un ni l'autre ne savaient qu'en l'espace de 12 heures, ces soi-disant idiots accompliraient ce que les forces américaines ne parvenaient pas à faire. Et personne ne savait que ce moment entrait la fierté militaire américaine pendant les 80 années à venir. Voici l'histoire de la plus grande erreur commise par les commandants américains le jour du débarquement. Une erreur née de l'orgueil, une erreur qui coûta du respect, une erreur qui força toute une génération de dirigeants militaires à ravaler leurs paroles et à tirer une dure leçon sur les dangers de sous-estimer un allié. Mais d'abord, il vous faut comprendre ce qui se passait ce matin-là. L'opération Overlord était la plus grande invasion de l'histoire de l'humanité. 156 000 soldats alliés débarquaient sur 5 plages le long de la côte de France. Mais tout dépendait de cette journée. Si l'invasion échouait, Hitler contrôlerait l'Europe pendant des années. Si elle réussissait, le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale commencerait ici, maintenant. Les Américains avaient 2 plages, les Britanniques en avaient 2. Les Canadiens avaient une plage appelée Juneau. Chaque plage comportait un niveau de danger différent. Chaque plage avait des défenses différentes. Mais elles avaient toutes une chose en commun. Des soldats allemands se cachèrent derrière des bunkers en béton, équipés de mitrailleuses, d'artillerie et ayant pour ordre de repousser les envahisseurs dans la mer. Sur la plage d'Omaha, les forces des mers américaines s'apprêtaient à affronter un véritable cauchemar. La plage était une zone de massacre. Des falaises escarpées de chaque côté, des sorties limitées, des positions allemandes surplombant chaque centimètre de sable. En 1 heure, 2400 soldats américains deviendraient des victimes. Des hommes fauchés dans l'eau, d'autres piégés contre un mur de mer, sans issue, des corps flottant dans les vagues qui se teintaient de rouge. Omaha Beach était un véritable enfer sur Terre. Mais quelque chose de totalement inattendu se passait sur la plage de Juneau. Les Canadiens avaient reçu une des sections de côte les plus fortement défendues. Les rapports de renseignement révélaient des bunkers tous les quelques centaines de mètres, des canons de 88 mm capables de détruire des tanks, des nids de mitrailleuses couvrant toutes les approches, des obstacles anti-chars jonchant la plage, des mines enfouies dans le sable, un mur de mer de 3,60 mètres de hauteur à certains endroits. Et derrière tout cela, des soldats allemands de la 716 division d'infanterie statique, renforcés par des éléments de la redoutée 21 division Panzer. Les planificateurs américains avaient observé la plage de Juneau et noté dans leur rapport qu'il faudrait au moins 3 jours aux Canadiens pour progresser à l'intérieur des terres, et certains officiers étaient moins généreux. Ils qualifiaient les Canadiens de mal entraînés. Ils les trouvaient trop prudents. Ils disaient que les forces de l'Empire britannique manquaient de l'esprit de combat américain nécessaire pour gagner des batailles rapidement. Certains plaisantaient même en disant que les Canadiens s'arrêteraient probablement pour une tasse de thé dès qu'ils arriveraient sur la plage. Ces officiers avaient oublié quelque chose d'important. Ils avaient oublié que les Canadiens faisaient la guerre depuis 1939, 3 ans avant que l'Amérique n'y participe. Ils avaient oublié que les troupes canadiennes avaient appris des leçons cruelles lors d'un endroit appelé Dieppe en 1942, où 916 Canadiens moururent en une seule matinée lors d'un assaut raté sur une plage. Ils avaient oublié que les Canadiens s'étaient entraînés en Angleterre pendant 4 longues années, se préparant exactement pour ce moment. Mais surtout, ils avaient oublié que sous-estimer un allié sur la base d'hypothèses au lieu de faits est toujours une erreur dangereuse. Le matin du débarquement, les embarcations transportant les soldats canadiens en direction de la plage de Juneau furent retardées de 10 minutes par une mer agitée. 10 minutes ne semblent pas beaucoup, mais en guerre, 10 minutes peuvent faire la différence entre le succès et la catastrophe.
Le bombardement naval s'était déjà arrêté. Les défenseurs allemands sortirent de leurs bunkers, secouant le choc, prenant leurs armes. Les Canadiens pénétraient dans une défense entièrement alertée et bien préparée. Comment des soldats considérés comme des amateurs, affectés à une des plages les plus difficiles, retardés par une mer agitée et confrontés à des défenseurs pleinement alertes, ont-ils réussi à accomplir ce que les forces américaines, expérimentées à Omaha Beach, n'avaient pas pu faire? Comment ont-ils non seulement survécu, mais réussi à triompher? À des endroits comme la crête de Vimy et Passchendaele, les soldats canadiens avaient combattu dans des conditions qui brisaient d'autres armées. Ils prenaient des objectifs que d'autres jugeaient impossibles. Les Allemands avaient appris à redouter la vue des Canadiens traversant le No Man's Land. Mais après cette guerre, le Canada réduisit son armée à presque rien. Les finances étaient serrées. Le peuple voulait la paix. En 1939, l'armée canadienne comptait seulement 4500 hommes. C'était plus petit qu'une division américaine. Le pays n'avait presque aucun tank, peu d'avions et des armes anciennes, héritées de la guerre précédente. Si l'on regardait le Canada sur le papier en 1939, on penserait qu'il n'avait aucune chance de se battre contre qui que ce soit. Puis, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne. 10 jours plus tard, le Canada prit sa propre décision. Ce n'était plus une colonie. Il n'avait pas à suivre la Grande-Bretagne dans la guerre, mais il choisit de le faire de toute façon. Le Canada déclara la guerre à l'Allemagne en tant que nation indépendante, faisant sa propre choix. Cette décision allait tout changer. Au cours des 5 années suivantes, le Canada se transforma. Des milliers de jeunes hommes s'engagèrent. Des fermiers, des ouvriers d'usine, des étudiants, des enseignants. Ils venaient de villes comme Toronto et Montréal. Ils venaient de petits villages dans les prairies. Ils venaient de villages de pêcheurs en Nouvelle-Écosse. En 1944, le Canada avait mis plus d'1 million de personnes en uniforme, pour une population totale de seulement 11 millions. Cela signifiait qu'un Canadien sur 11 servait dans l'armée. Pour faire une comparaison, cela reviendrait à ce que les États-Unis mettent 30 millions de personnes en uniforme aujourd'hui. La 3e division d'infanterie canadienne et la 2e brigade blindée canadienne naquirent de cet effort. Il ne s'agissait pas de nouvelles recrues fraîchement sorties de l'entraînement de base. Ces hommes étaient en Grande-Bretagne depuis 1940. 4 longues années d'entraînement, 4 années d'attente, 4 années de préparation pour le jour où ils reviendraient en Europe combattre. Mais leur préparation avait eu un prix terrible. Le 19 août 1942, les forces canadiennes avaient tenté un débarquement sur la plage du port français de Dieppe. Le plan était de tester les défenses allemandes, de recueillir des renseignements et de remonter le moral avec un raid rapide. Ce qui devait être un succès se transforma en un désastre. Parmi les 5000 Canadiens qui débarquèrent à Dieppe, 916 furent tués. Près de 2000 furent capturés. Les autres revinrent blessés ou traumatisés. Dieppe enseigna aux Canadiens des leçons écrites dans le sang. Ils apprirent que le bombardement naval devait être beaucoup plus intense. Ils apprirent que les tanks devaient arriver sur la plage en même temps que l'infanterie et non après. Ils apprirent que rester cloué sur une plage signifiait la mort, donc la seule option était d'avancer coûte que coûte. Ils apprirent que les officiers subalternes et les sergents devaient prendre des décisions rapides sans attendre les ordres d'en haut. Chacune de ces leçons allait compter le 6 juin 1944. L'homme qui commandait la 3e division canadienne était le général de brigade Rod Keller. Keller n'était ni doux ni patient. Il poussait ses hommes à bout pendant l'entraînement. Certains soldats le détestaient, d'autres le respectaient, mais tout le monde s'accordait à dire qu'il croyait en l'action agressive. Keller répétait sans cesse à ses officiers que l'hésitation tuait plus d'hommes que les balles ennemies. Il leur inculquait qu'une fois qu'on lançait une attaque, il fallait continuer jusqu'à la victoire ou mourir en essayant. Sous Keller se trouvaient des hommes comme le lieutenant-colonel John Sprague, qui commandait les Queen's Own Rifles, et des sergents comme Léo Guerpy, un commandant de tank du Québec, qui parlait français et anglais et avait la réputation de garder son équipage en vie dans les situations les plus impossibles. Ce sont ces leaders qui allaient devoir prendre des décisions instantanées lorsque le plan allait s'effondrer, comme cela arrive toujours en guerre. L'assignation des Canadiens était la plage de Juno, un tronçon de 6 miles de la côte normande, entre les plages britanniques des deux côtés. Devant la plage se trouvaient de petits villages français comme Corcelles et Bernier.
Avant la guerre, ce étaient des villages de pêcheurs paisibles. Désormais, ce sont des positions fortifiées, pleines d'armes allemandes. Les officiers de renseignement avaient à compter les défenses, des bunkers en béton tous les quelques centaines de mètres, des canons anti-chars de 88 mm capables de percer n'importe quel blindage allié, des positions de mitrailleuses couvrant chaque route d'approche, des obstacles en bois et des barrières d'eau métallique dans l'eau pour détruire les embarcations, des mines enterrées partout. Et ces défenses étaient tenues par des troupes allemandes qui avaient passé 4 ans à se préparer pour cette invasion précise. La 716 division d'infanterie statique allemande contrôlait ce secteur. Ce n'étaient pas les meilleures troupes allemandes. Beaucoup étaient des hommes plus âgés ou des soldats se remettant de blessures reçues sur le front de l'Est, combattant les Russes. Mais ils connaissaient parfaitement leur position. Ils avaient à répéter leur champ de tir. Ils savaient exactement où viser lorsque les troupes alliées apparaîtraient. Un renseignement faisait état de la présence d'éléments de la 21e division Panzer, une force beaucoup plus dangereuse et expérimentée qui se trouvait à proximité et pourrait arriver rapidement. Les officiers de planification américains analysèrent toutes ces informations et établirent leur évaluation. Les Canadiens allaient affronter des combats difficiles. Les progrès seraient lents. Il faudrait probablement 3 jours pour progresser ne serait-ce que de quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Certains officiers le disaient en privé, d'autres l'écrivaient dans leurs rapports. Les Canadiens étaient de bons soldats, certes, mais ils manquaient de l'esprit de combat agressif des Américains. Ils étaient trop britanniques, trop prudents, trop méthodiques. Ces officiers allaient bientôt apprendre qu'ils avaient totalement tort. À 7h45 le matin du 6 juin 1944, la première vague de soldats canadiens approchait de la plage de Juneau. La mer était plus agitée que ce que quiconque avait imaginé. Les vagues secouaient les embarcations de débarquement. Les hommes à l'intérieur étaient trempés par la brume salée et malades à cause du mouvement. Le retard causé par la mer agitée signifiait qu'ils étaient 10 minutes en retard. 10 minutes ne semblent pas être beaucoup, mais ces 10 minutes allaient tout changer. Le bombardement naval avait cessé. Des obus géants en provenance des cuirassés et des destroyers avaient frappé les positions allemandes pendant 1 heure. Le plan était que le bombardement s'arrête juste au moment où les Canadiens débarqueraient, ne laissant aucun répit aux Allemands. Mais ces 10 minutes de retard ont donné aux Allemands 10 minutes pour sortir de leur bunker, se remettre du choc et reprendre leurs armes. Mais quand les Canadiens arrivèrent, les Allemands étaient pas prêts et les attendaient. L'embarcation de débarquement 1021 transportait des hommes des Queen's Own Rifles vers une section de la plage appelée Mike Red, près de la ville de Corso. À l'intérieur de l'embarcation, les hommes étaient entassés, épaule contre épaule. Chacun portait 36 kg d'équipement, fusils, munitions, grenades, rations, eau et outils de tranchée. Certains priaient, d'autres restaient silencieux, certains plaisantaient nerveusement. Ils savaient tous ce qui les attendait. La rampe se baissa immédiatement. Les mitrailleuses allemandes ouvrirent le feu. Le bruit était comme un tissu déchiré, mais 1000 fois plus fort. Les balles frappaient l'eau, la rampe et les hommes avant même qu'ils n'aient pu faire un seul pas. En 60 secondes, la moitié de la compagnie était fauchée. Le fusilier William Larraine regarda la tête de son sergent disparaître dans une gerbe rouge. Les corps tombèrent dans l'eau, la mer autour de l'embarcation devint rose puis rouge. D'autres embarcations vivaient le même cauchemar. Sur le secteur de Mike, les maisons bordant la plage explosèrent sous le feu des mitrailleuses. Chaque fenêtre semblait être équipée d'une mitrailleuse. Les soldats canadiens attendaient dans l'eau jusqu'à la poitrine, avec leurs équipements de 36 kg. Certains se noyèrent avant d'atteindre le rivage, happés par le poids de leur matériel. D'autres furent abattus dans l'eau, leur corps flottant parmi les obstacles. Le plan prévoyait des tanks DD, des Sherman spéciaux, capables de flotter grâce à des écrans en toile pour débarquer avec la première vague et fournir un appui-feu à l'infanterie. Mais la mer agitée engloutit plusieurs d'entre eux. D'autres arrivèrent en trop tard. L'infanterie était seule face à des bunkers en béton et des nivenfleux de mitrailleuses avec seulement des fusils et leur propre courage. À l'intérieur du char, l'odeur du métal chaud et de l'huile à armes se mêlait à celle du cordite provenant du bombardement naval. Les mains de Giry agrippaient le périscope du commandant, les jointures blanches. Il ordonna à son tireur de viser le bunker. Le canon de 75 mm rugit, la concussion secouant leurs dents même à l'intérieur de la coque en acier. Le premier tir toucha, mais ne pénétra pas le béton épais. Gary Epi ordonna un autre tir, puis encore un, puis encore un.
Enfin, le bunker se tut. Tout le long de la plage de Juno, des actes individuels de courage et d'initiative brisaient la défense allemande. Les officiers tués étaient instantanément remplacés par des sergents. Les sergents tombés étaient remplacés par des caporaux. Les caporaux morts étaient remplacés par des soldats du rang qui prenaient les choses en main, parce que quelqu'un devait le faire. Sans attendre d'ordre, les leaders subalternes organisaient des attaques contre les points forts. Ils contournaient les nids de mitrailleuses. Ils nettoyaient les bunkers avec des grenades et des baïonnettes. Ils avançaient parce que Dieppe leur avait appris que s'arrêter n'était pas une option. À 9h30, les premières défenses de la plage commençaient à céder. Les soldats allemands se rendaient ou se retiraient. Les soldats canadiens pénétraient dans les villages au-delà de la plage, mais le prix avait été terrible. 340 Canadiens étaient morts. Des centaines d'autres étaient blessés. La plage était jonchée de corps et d'équipements en flammes. Mais contrairement à Omaha Beach, les Canadiens n'étaient pas cloués au sol. Ils avançaient à l'intérieur des terres, et ce qu'ils allaient y faire ensuite allait choquer tous ceux qui les observaient. À 11h du matin, la situation sur les 5 plages d'invasion était complètement différente selon l'endroit où vous vous trouviez. À Omaha Beach, les forces américaines étaient toujours coincées dans un combat désespéré pour leur survie. Des corps jonchaient la ligne d'eau, les médecins tentaient désespérément de soigner les blessés. Les officiers essayèrent d'organiser les hommes épuisés, choqués et pris au piège par le feu allemand venant des falaises au-dessus. Les progrès se mesuraient en yards, pas en miles. Mais à Juno Beach, quelque chose de remarquable se passait. Les Canadiens ne s'étaient pas arrêtés à la plage, ils ne s'étaient pas arrêtés au village, juste à l'intérieur des terres. Ils fonçaient plus profondément dans la France, avançant plus vite que quiconque n'aurait imaginé possible. Les officiers du renseignement au quartier général regardaient plutôt leurs cartes incrédules, alors que les marqueurs canadiens s'éloignaient de plus en plus de la côte. Le tournant arriva au village de Crilly, situé à 9 km à l'intérieur des terres, à partir de la plage de Juno. Des éléments des Regina Rifles atteignirent les abords du village et s'arrêtèrent pour vérifier leurs ordres. Selon le plan, ils devaient s'enterrer ici, consolider leur position, attendre que d'autres troupes arrivent pour aller à Autun pour établir une ligne défensive solide. C'était la doctrine militaire standard. C'était l'option sûre. Mais le capitaine J.S. Rénison vit quelque chose qui changea son avis. La route devant lui semblait déserte. Ses éclaireurs signalèrent qu'il n'y avait pas de troupes allemandes entre ici et le terrain d'aviation de Karpik, situé aux abords de la ville de Cannes. Cannes était l'objectif principal de tout le secteur britannique et canadien pour le jour J. Tous les planificateurs savaient que prendre Cannes rapidement était crucial, mais personne ne s'attendait à ce qu'il tombe dès le premier jour. Renisson se tenait à un carrefour, carte en main, pesant le risque. Son entraînement lui disait de consolider. Son instinct lui disait de saisir l'opportunité. Il pouvait voir l'épuisement sur les visages de ces hommes, la manière dont ils s'affaissaient contre les murs et les véhicules. Mais il pouvait aussi voir la route déserte s'étendant vers Cannes. Il savait que la 21e division Panzer allemande contre-attaquerait bientôt. Une fois ces tanks arrivés, cette fenêtre d'opportunité se refermerait. Il prit une décision qui allait à l'encontre de ses ordres. Il dit à sa compagnie qu'ils allaient ignorer le plan de consolidation et pousser vers Karpik. « Si nous ne le faisons pas maintenant, dit-il à ses hommes épuisés, eh bien, nous allons nous battre pour ça pendant des semaines. » Ces soldats le regardèrent comme s'il était fou. Ils combattaient Pouillas depuis l'aube, ils étaient déjà fatigués, à court de munitions. Ils étaient déjà allés plus loin que ce que quiconque avait imaginé. Mais ils avaient en confiance en leur capitaine. Ils se levèrent un temps et continuèrent à avancer. Le prix du succès canadien a été payé en sang et en deuil, mais ils avaient accompli ce que les planificateurs militaires avaient jugé impossible. Ils avaient repris la plage la plus défendue, assignée aux forces du Commonwealth. Ils avaient poussé plus profondément à l'intérieur des terres que n'importe quelle unité alliée. Ils avaient pris des villages, des carrefours et des terrains stratégiques. Ils avaient créé un saillant massif, un renflement dangereux dans la ligne de défense allemande qui s'enfonçait plus profondément dans le territoire ennemi que n'importe quelle autre force alliée. Les officiers qui les avaient traités d'idiots ce matin-là étaient maintenant silencieux. Les Canadiens avaient accompli en 12 heures ce que les experts avaient prédit qu'il faudrait 3 jours pour réaliser. Ils avaient combattu comme des démons et s'étaient déplacés comme s'ils possédaient la France. Ils avaient éprouvé que le courage, l'entraînement et la détermination comptaient plus que la nationalité ou la réputation.
Mais leur triomphe contenait un danger. Le saillant qu'ils avaient là créé les laissait exposés sur 3 côtés. Et la 12e division SS Panzer, certaines des troupes les plus fanatiques et les plus dangereuses de l'armée allemande, se préparaient à les écraser. Le plus grand succès des Canadiens allait devenir leur plus grand test. Alors que le soleil se couchait le 6 juin 1944, les réactions à ce que les Canadiens avaient accompli se propageaient dans la structure de commandement alliée comme des vagues se répandant sur l'eau. Le général Bernard Montgomery, l'officier britannique commandant toutes les forces terrestres pour l'invasion, envoya un message de félicitations à la 3e division canadienne. Les officiers du renseignement britannique avaient en prédit qu'il faudrait 3 jours entiers pour que les Canadiens atteignent les positions qu'ils avaient prises en seulement 12 heures. Montgomery savait ce que cela signifiait. Les Canadiens avaient ouvert les défenses allemandes plus largement que quiconque n'avait osé l'espérer. La réponse américaine était plus complexe. Certains officiers firent remarquer que la plage d'Omaha avait fait face à des défenses plus fortes, ce qui était en partie vrai. Les troupes allemandes à Omaha étaient plus expérimentées et mieux positionnées que celles de Juneau. Mais d'autres officiers américains étaient assez honnêtes pour admettre qu'ils s'étaient trompés à propos des Canadiens. Le brigadier général Norman Cotta, qui avait combattu à Omaha Beach et vu ses hommes mourir par centaines, écrivit dans son journal personnel cette nuit-là: « Nous les avons sous-estimés, les Canadiens ont combattu comme des démons et se sont déplacés comme s'ils possédaient la France. Nous aurions dû leur demander comment ils ont fait. » Tout le monde ne fut pas aussi gracieux. Certains commandants américains restèrent sur la défensive, trouvant des excuses et refusant d'admettre que leurs préjugés avaient été prouvés faux. Mais les plus intelligents commencèrent à poser des questions. En quelques jours, les unités américaines commencèrent discrètement à demander des conseillers canadiens pour partager ce qui avait fonctionné sur la plage de Juneau. La réaction allemande fut encore plus révélatrice. Le général Wilhelm Richter, commandant de la 716 division qui avait défendu la plage de Juneau, rédigea son rapport d'action depuis un hôpital de campagne où il était soigné pour ses blessures. Il décrivit les attaques canadiennes comme étant particulièrement agressives pour les forces de l'Empire britannique. Il remarqua leur détermination à avancer, malgré les pertes. Il admit que ses troupes avaient été submergées par un ennemi qui refusait simplement de s'arrêter. Plus haut dans la chaîne de commandement allemande, les officiers étudiaient les rapports avec une inquiétude croissante. Le SS Alpder Dermfür, Wilhelm Monka, commandant d'une partie de la 12e division SS Panzer, la division Hitlerjugend composée de volontaires adolescents fanatiques, témoigna plus tard, lors des procès pour crimes de guerre, de la journée du 6 juin. « Nous nous attendions à des attaques méthodiques des Britanniques, dit-il. Mais les Canadiens sont venus vers nous comme des Américains, agressifs, violents, prenant des risques. Mais contrairement aux Américains, ils étaient disciplinés et coordonnés. Ils étaient dangereux. Dans les villages français que les Canadiens avaient libérés, les civils émergeaient des caves où ils s'étaient cachés pendant le bombardement et les combats. Les rues de Corsos et de Bernier étaient couvertes de débris, de cratères d'obus et de corps. Marie Fontaine, 16 ans, vivait avec sa famille à Corso. Elle tenait un journal tout au long de la guerre. Le 6 juin, elle écrivit avoir vu les jeunes soldats canadiens morts dans les rues. « Ils ont l'air si jeunes », écrivit-elle. « Certains ont l'air de dormir. Un garçon tient une photo dans sa main. Ils sont morts pour libérer des gens qu'ils ne connaissaient pas. Comment pourrions-nous jamais rendre un tel cadeau ?» Le coût humain du succès canadien était terrible à voir. Les Queen's Own Rifles, le régiment qui avait pris certains des tirs les plus violents sur la plage, avait perdu 143 hommes tués ou blessés. C'était près d'un quart du bataillon. D'autres unités avaient des pertes similaires. Les médecins travaillaient toute la nuit, soignant les blessés à la lumière des lampes de poche et de la lune. Les aumôniers se déplaçaient parmi les mourants, leur offrant tout le réconfort possible. Les équipes d'enregistrement des tombes commencèrent le travail sinistre de collecte et d'identification des corps. Mais même alors que les Canadiens célébraient leur victoire et pleuraient leur mort, une nouvelle crise se profilait. Les officiers expérimentés qui avaient survécu à des années de combat sur le front de l'Est et adhéraient à une idéologie qui leur disait que la reddition était impensable et que la miséricorde était une faiblesse. Le 7 juin, la contre-attaque commença. La 12e SS frappa le saillant canadien de toutes ses forces. Des tanks soutenus par de l'infanterie attaquèrent près des villages d'Aille et de Buron. Les combats étaient sauvages, à courte portée et brutaux.
Les canons d'antichars canadiens abattirent des Panthers allemands à des distances si proches que les équipages pouvaient voir les visages des commandants de chars allemands. Les Tigres allemands encaissèrent dans les tirs des Sherman canadiens sans fléchir et les détruisirent d'un seul tir. L'infanterie combattait maison par maison, pièce par pièce, parfois corps à corps. Les Canadiens tenaient à peine. Ils cédaient du terrain lentement, se battant pour chaque mètre, mais ils ne se brisaient pas. Leur profonde avancée du 6 juin avait mis une cible sur leur dos. Maintenant, ils payaient le prix de leur succès. Et dans le chaos de la bataille, quelque chose de sombre se produisit. Les prisonniers de guerre canadiens, des soldats qui s'étaient rendus après avoir été blessés ou encerclés, furent tués par les troupes de la 12e SS, abattus d'une balle dans la tête, exécutés en groupe. 156 prisonniers de guerre canadiens furent tués dans ce qui devint connu sous le nom de massacre de l'abbaye d'Ardennes. Lorsque la nouvelle se répandit parmi les unités canadiennes, les combats devinrent encore plus féroces. Ni quartier, ni merci. Pendant 5 jours, la bataille fit rage autour du saillant canadien. Des batailles de tanks, des duels d'artillerie, des attaques d'infanterie et des contre-attaques. Les Canadiens eurent encore 2000 pertes, mais ils tinrent leur position. Ils arrêtèrent les meilleures troupes que l'Allemagne avait et maintinrent le saillant qui permettrait finalement aux Alliés de percer en Normandie et de libérer la France. Le succès du 6 juin avait un prix écrit en sang. Mais les Canadiens avaient prouvé sans aucun doute qu'ils appartenaient aux forces de combat d'élite du monde. Ceux qui en doutaient encore étaient soit des fous, soit des gens qui ne prêtaient pas attention. Et faites une pause ici. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous êtes exactement le genre de personne pour qui je fais ça. Merci d'être ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, ce serait un honneur de vous avoir parmi nous. Nous construisons quelque chose de spécial, un endroit où le sacrifice canadien est rappelé. Abonnez-vous et faites partie de cette aventure. Bon, où en étions-nous ? Le succès canadien à Juno Beach a changé toute la stratégie alliée en Normandie de manière que personne n'avait prévu. Lorsque les forces américaines sur Omaha Beach sécurisèrent enfin leur position à la tombée de la nuit le 6 juin, les planificateurs militaires découvrirent un problème inattendu. Les Canadiens avaient tellement avancé à l'intérieur des terres qu'ils avaient créé un trou dans la ligne alliée. Les forces américaines durent étendre leur avancée plus large que prévu, juste pour maintenir le contact avec les positions canadiennes. Le chien battait sa propre queue. La force qui était censée soutenir l'effort principal était devenue la tête de proue. En l'espace de 2 semaines après le jour J, quelque chose de remarquable se produisit au quartier général américain. Les commandants qui avaient rejeté les Canadiens comme des amateurs demandèrent maintenant aux officiers canadiens de venir enseigner aux troupes américaines. Les demandes étaient faites discrètement, sans fanfare, mais elles étaient les réelles. Les unités américaines voulaient apprendre les techniques qui avaient si bien fonctionné sur la plage de Juno. 3 innovations spécifiques canadiennes furent adoptées dans la doctrine militaire américaine d'ici août 1944. La première était le concept d'exploitation immédiate. Lorsque vous brisez les défenses ennemies, ne vous arrêtez pas pour consolider. Continuez à avancer pendant que l'ennemi est confus et déséquilibré. La deuxième était la coordination agressive entre les tanks et l'infanterie. Les Sherman canadiens opéraient directement avec les compagnies de fusiliers, et non pas en tant que formation séparée. Les tanks soutenaient l'infanterie et l'infanterie protégeait les tanks. Ils travaillaient en équipe. La troisième était l'autonomisation des leaders subalternes. Les sergents et les caporaux canadiens étaient formés pour prendre des décisions tactiques sans attendre que les officiers leur disent quoi faire. Lorsque les officiers étaient en tués, le suivant dans la hiérarchie prenait le commandement sans hésiter. Ces leçons apprises dans le sang des Canadiens à Juno Beach devinrent une partie de la façon dont l'armée américaine se battit pour le reste de la guerre. L'ironie n'a pas échappé à quiconque. La force que certains avaient qualifiée de trop prudente, trop britannique, trop manquant d'esprit de combat, avait appris aux Américains à être plus agressifs. L'impact sur le moral des forces alliées fut électrique. Les troupes britanniques, qui s'étaient entraînées aux côtés des Canadiens pendant des années, prenaient fierté dans leur réalisation. Personne ne voulait être surpassé par leurs cousins du Commonwealth. Ainsi, les unités britanniques poussèrent plus fort. Même les résistants français opérant derrière les lignes allemandes furent inspirés. Si les Canadiens pouvaient accomplir l'impossible le jour J, peut-être que l'impossible n'était simplement que difficile et non réellement impossible. Mais la réaction allemande était ce qui comptait vraiment sur le plan stratégique.
Les officiers du renseignement allemand commencèrent à marquer les formations canadiennes sur leurs cartes avec des notations spéciales. Les unités faisant face aux Canadiens furent averties d'attendre des attaques agressives et des tactiques combinées efficaces. La 12e division SS Panzer demanda spécifiquement à être affectée au secteur canadien. Ils voulaient se venger de leur défaite après le jour J. Cette décision conduirait à 6 semaines des combats les plus brutaux de toute la campagne de Normandie. Du 7 au 11 juin, la bataille pour le saillant canadien fit rage sans relâche. La 12e SS lança tout ce qu'elle avait contre les Canadiens. En 5 jours de combats sauvages autour des villages d'Aille et de Buren, les deux camps subirent des pertes terribles, mais les Canadiens tinrent leur position. La ligne se courba, mais ne se rompit pas. Lorsque la 12e SS se retire pour se regrouper, ils avaient échoué à éliminer le saillant. Les Canadiens avaient affronté les meilleures troupes de l'Allemagne et survécu. Le 12 juin, les chiffres racontaient une histoire frappante. Les Canadiens tenaient un 5e de toute la tête de pont allié, tout en représentant seulement un 8e des forces totales. Ils avaient subi 2830 et une perte, mais leurs unités restaient opérationnelles et le moral était élevé. Ils avaient en capturé ou tué environ 2000 Allemands et détruit 47 tanks. Lorsque les officiers d'état-major américains virent ces chiffres, ils cessèrent de faire des blagues sur les pauses thé. Plus important encore, le saillant canadien avait retenu 3 divisions allemandes qui, autrement, auraient attaqué les secteurs américains ou britanniques, détournant ainsi la force ennemie tel un aimant. Lorsque les historiens militaires comparèrent de les avancées réalisées le jour J sur les 5 plages, les chiffres étaient sans appel. Les forces américaines à Utah Beach, qui avaient fait face à une opposition plus faible que Juno, avaient avancé de 4 miles à l'intérieur des terres avant la tombée de la nuit. Les forces britanniques à Golden Sword Beach, faisant face à des défenses similaires à celles de Juno, avaient avancé de 6 miles à l'intérieur. La pénétration de 9 mm canadienne se tenait seule. Aucune autre force ne s'en approchait. L'impact plus large allait au-delà du simple succès militaire. La performance des Canadiens avait fondamentalement changé la façon dont le monde percevait l'armée canadienne. Avant le jour J, le Canada était souvent perçu comme le partenaire junior de la Grande-Bretagne, un petit pays qui contribuait mais ne dirigeait pas. Après la plage de Juno, cette perception mourut. Le Canada avait prouvé qu'il pouvait se tenir aux côtés de n'importe quelle nation en termes d'efficacité au combat. Ils avaient se gagner le respect par l'action, pas par des mots. Pour les responsables militaires américains, la plage de Juno devint une étude de cas enseignée à West Point et dans d'autres académies militaires. La leçon était simple mais puissante. Ne jamais sous-estimer un allié sur la base d'hypothèses ou de stéréotypes. Juger les forces par leur entraînement, leur leadership et leur performance, non par des idées préconçues sur le caractère national. Les officiers qui avaient marmonné à propos des idiots canadiens le matin du 6 juin avaient appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Certaines leçons ne peuvent être enseignées que par l'humiliation. Le sergent Léo Garipi, le commandant de char qui avait détruit le bunker de Bernier le jour J, survécut au 6 juin, mais sa chance se termina 3 jours plus tard. Le 9 juin, son Sherman fut touché par un Panther allemand pendant les combats autour d'Auti. Le canon du Panther était bien supérieur à tout ce que les Alliés possédaient. Un seul tir traversa l'armure du Sherman comme si c'était du papier, mais le char explosa en flammes. Gary souffrit de graves brûlures aux mains et au visage en tirant son tireur blessé du char en feu. Il passa 6 mois dans un hôpital en Angleterre avant d'être renvoyé au Canada. Gary Epi n'a jamais parlé publiquement du jour J. Il retourna au Québec, travailla comme mécanicien, se maria, éleva 3 enfants et vécut tranquillement jusqu'à sa mort en 1988. Sa fille trouva son journal lorsqu'elle nettoyait la maison après ses funérailles. L'entrée du 6 juin 1944 était brève. Nous avons fait ce qui devait être fait. Les garçons qui ne sont pas revenus ont fait plus. C'est tout ce qu'il écrivit sur le jour qui changea l'histoire. Le lieutenant Charles Cromwell Martin des Queen's Own Rifles mena son peloton à travers la plage de Bernier sous des tirs de mitrailleuses directes. Il fut blessé 2 fois, une fois au bras et une fois à la jambe. À chaque fois, il refusa d'être évacué. Les médecins lui bandèrent ses blessures et il continua à se battre. À la fin du jour J, il commandait toute la compagnie car tous les officiers supérieurs étaient morts ou trop gravement blessés pour continuer. Les Britanniques lui attribuèrent la Military Cross pour son courage sous le feu.
Martin survécut à la guerre et devint enseignant à Toronto. Il enseigna l'histoire aux élèves du secondaire pendant 35 ans. Chaque 6 juin, sans faute, il visitait la tombe de son sergent de peloton au cimetière militaire canadien de Béniard, en France. Le même cimetière où tant de ses hommes étaient enterrés. En 1994, 50 ans après le jour J, un journaliste lui demanda ce que le 6 juin signifiait pour lui. Martin regarda les rangées de croix blanches et dit « Je suis rentré chez moi. 43 de mes hommes ne sont pas revenus. C'est ce que le 6 juin signifie pour moi. » Le fusilier William Larraine, le jeune soldat qui avait vu son sergent mourir dans les premières secondes du débarquement, combattit tout au long de la campagne de Normandie. Il fut blessé à la bataille de Philip's Gap en août, lorsqu'un obus allemand explosa près de sa position. Des éclats d'obus traversèrent son épaule et sa poitrine. Après avoir récupéré, il retourna au combat et survécut jusqu'à la fin de la guerre en mai 1945. Larraine ne retourna jamais en France après la guerre. Il ne pouvait pas s'y résoudre. Il souffrait de cauchemars pendant des décennies, se réveillant en criant à propos de l'eau devenant rouge et des corps flottant dans les vagues. Aujourd'hui, nous appellerions cela un trouble de stress post-traumatique. En 1944, on appelait cela un choc de guerre, et on s'attendait à ce que les hommes ça se fasse. En 1984, 40 ans après le jour J, une écolière française nommée Sophie, qui faisait des recherches pour un projet historique, lui écrivit une lettre. Elle remercia le Canada d'avoir libéré le village de ses grands-parents. La reine répondit « Dis à tes grands-parents que nous ne l'avons pas fait pour les remerciements. Nous l'avons fait parce que vous laisser asservi n'était pas une option pour des gens décents. L'histoire de l'autre côté de la bataille est tout aussi humaine. » Le grenadier Hans Frolik avait 19 ans le jour J, un soldat allemand opérant le bunker W31 à Corso. Sa position de mitrailleuse tua environ 40 Canadiens avant que les soldats canadiens ne prennent d'assaut le bunker avec des grenades et des fusils. Frolik survécut et fut fait prisonnier. Il s'attendait à être tué, les Canadiens venant de perdre des dizaines d'amis à cause de sa mitrailleuse. Mais au lieu de cela, un sergent canadien lui donna de l'eau et une cigarette. Le sergent parlait allemand parce que ses parents étaient immigrés de Munich. « La guerre est finie pour toi, » dit le sergent à Frolik. « Être en camp ? Tu as de la chance. » Le sergent avait raison. Frolik passa le reste de la guerre dans un camp de prisonniers au Canada. Après la fin de la guerre, il fut renvoyé en Allemagne, mais l'Allemagne était dévastée. Sa ville natale n'était que ruine. Sa famille était dispersée ou morte. En 1953, Frolik immigra au Canada. Il devint citoyen canadien en 1958. Chaque année, jusqu'à sa mort en 2003, il assista aux cérémonies du Jour du Souvenir à Vancouver, déposant des couronnes pour les hommes des deux côtés. Il n'oublia jamais le sergent canadien qui lui donna de l'eau au lieu d'une balle. Marie Fontaine, la jeune Française de 16 ans de Corso, qui avait écrit dans son journal à propos des jeunes Canadiens morts dans les rues, aida les médecins canadiens à soigner les soldats blessés le 6 et 7 juin. Elle tint la main de soldats mourants des deux côtés. Un soldat canadien, saignant d'une blessure au ventre que tout le monde savait fatale, lui demanda d'écrire à sa mère. Les mains tremblantes, Marie écrivit l'adresse de sa mère en Saskatchewan. En anglais approximatif, elle écrivit une lettre disant à cette mère que son fils était mort courageusement, qu'il avait libéré la France et qu'il n'était pas mort seul. La mère du soldat répondit. Elle envoya des colis à Marie tout au long de l'année 1945 et au-delà. Ils correspondirent pendant 52 ans, des lettres traversant l'Atlantique. 2 femmes liées par un terrible jour. En 1997, 50 ans après le jour J, Marie assista aux funérailles du soldat en Saskatchewan. Elle avait 69 ans à l'époque. La mère du soldat canadien en avait 93. Lors des funérailles, Marie dit « Il a donné sa vie pour des inconnus. Le moins que je puisse faire était de dire à sa mère qu'il n'est pas mort seul. » En 1984, pour le 40e anniversaire du jour J, des vétérans des 2 camps retournèrent en Normandie. Les vétérans des Queen's Own Rifles retournèrent à Juno Beach. Parmi eux se trouvaient aussi des membres survivants de la 716 division allemande, y compris Hans Frolik. Frolik s'approcha d'un vieil homme canadien portant une veste de régiment, les cheveux gris, le visage marqué par l'âge, mais l'insigne de son régiment encore visible sur sa poitrine. « Vous vous souvenez de moi ?» demanda Frolik, sa voix incertaine. Le Canadien le regarda attentivement,
les yeux se plissant de concentration. Il s'appelait Kenneth Curry, et c'était le sergent qui avait donné de l'eau à Frolic 40 ans plus tôt. Le bunker W31, dit Curry lentement, la reconnaissance se dessinant. Tu étais le gamin qui avait l'air terrifié. J'étais terrifié, admit Frolic, la voix pleine d'émotion. Moi aussi, dit Curry d'une voix calme. Je le cachais juste mieux. Nous l'étions tous. Ils se serrèrent la main. Puis ils s'étreignirent, deux vieux hommes qui avaient essayé de se tuer mutuellement lorsqu'ils étaient jeunes, maintenant amis, pleurant sur une plage où tant d'hommes étaient morts. Autour d'eux, des enfants français jouaient dans le sable, riant et construisant des châteaux, complètement inconscients des fantômes qui les entouraient. C'était pour cela que ces hommes s'étaient débattus, pour que les enfants puissent jouer sur les plages sans crainte, pour que les familles puissent vivre en paix, pour que le monde puisse aller au-delà des ténèbres de 1944. Aujourd'hui, si vous visitez les plages de Normandie, vous trouverez des monuments et des musées dédiés aux hommes qui s'y sont battus. Le centre Juno Beach, ouvert en 2003 dans la ville de Courseulles-sur-Mer, est le seul musée sur les plages du jour J dédié à la contribution d'une seule nation. Alors que le cimetière américain d'Omaha Beach est grand et visité par des centaines de milliers de personnes chaque année, le cimetière canadien de Benny-sur-Mer est plus petit, plus calme, plus intime. 249 croix blanches se dressent en rangées bien ordonnées, faisant face à la mer. Chaque croix marque un Canadien qui n'est jamais rentré chez lui. Chaque 6 juin, quelque chose de remarquable se passe à Courseulles. La ville a une population normale d'environ 4000 personnes. Mais le jour de l'anniversaire du jour J, la population gonfle avec des visiteurs canadiens. Des familles viennent voir où leurs grands-pères et arrière-grands-pères se sont battus et sont morts. Les vétérans ont fait ce pèlerinage tant qu'ils étaient encore vivants. Maintenant, leurs enfants et petits-enfants viennent se souvenir. Les enfants français placent des fleurs sur les tombes canadiennes, apprenant les noms des hommes qui sont morts avant la naissance de leurs grands-parents. Le lien entre le Canada et ces petites villes françaises reste fort 80 ans plus tard. La performance canadienne le jour J a fondamentalement redéfini la façon dont le monde percevait l'armée canadienne. Avant le 6 juin 1944, le Canada était souvent vu comme le petit cousin de la Grande-Bretagne, une nation qui contribuait à l'effort de guerre mais qui ne dirigeait pas. Après la plage de Juno, cette perception mourut à jamais. Le Canada avait prouvé par l'action qu'il pouvait se tenir aux côtés de n'importe quelle nation en termes d'efficacité au combat. Lorsque l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, fut formée après la guerre, le Canada ne fut pas un simple ajout. Ils furent reconnus comme des guerriers sérieux qui avaient gagné leur place à travers le sang et le courage. Cette réputation se perpétua à travers chaque conflit auquel le Canada participa. En Corée, les troupes canadiennes gagnèrent le respect pour leur professionnalisme et leur capacité à combattre. Pendant la guerre froide, les casques bleus canadiens devinrent connus comme les meilleurs au monde. En Afghanistan, les forces spéciales et les troupes régulières canadiennes prouvèrent qu'elles possédaient encore le même esprit agressif et la même compétence tactique qui avaient permis de gagner à Juno Beach. L'héritage du 6 juin 1944 perdura dans chaque génération de soldats canadiens qui suivirent. Les militaires américains enseignent désormais l'assaut de la plage de Juno comme une étude de cas sur la manière de mener des opérations amphibies. Le Collège militaire royal du Canada l'utilise pour illustrer l'importance du leadership subalterne et de l'initiative individuelle. Les techniques utilisées par les Canadiens, apprises grâce à de dures expériences à Dieppe et perfectionnées au fil des années d'entraînement, sont devenues une doctrine standard enseignée aux officiers du monde entier. Pour le leadership militaire américain, la plage de Juno est devenue un rappel permanent du danger des suppositions et des préjugés. Le commentaire dédaigneux sur les « idiots canadiens », jamais officiellement attribué mais largement rappelé dans les récits des vétérans, est devenu une honte transmise de génération en génération d'officiers comme un avertissement. Le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, écrivit dans ses mémoires après la guerre à propos de l'exploit canadien. L'assaut canadien sur Juno Beach a démontré des qualités de courage et de compétences tactiques dont n'importe quelle nation serait fière de se réclamer. Ils ont avancé là où l'avancée semblait impossible, ont tenu là où tenir semblait désespéré et ont atteint des objectifs que nous avions considérés comme ambitieux lors de notre planification. Nous avons appris à ne pas sous-estimer nos alliés. Pour le Canada en tant que nation, le 6 juin 1944 est devenu un moment fondateur de l'identité nationale.
Le Canada était entré dans la Seconde Guerre mondiale comme un pays qui se voyait encore partiellement comme une colonie britannique nécessitant la permission et l'approbation de la Grande-Bretagne. Le Canada est sorti de la guerre en tant que nation entièrement indépendante qui avait prouvé sa valeur sur la scène mondiale. Le prix était terrible. Plus de 45 000 Canadiens sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, sur une population de seulement 11 millions. Mais la fierté a été acquise dans le sang et le sacrifice. L'historien Tim Cook, l'un des plus grands historiens militaires du Canada, a écrit sur la signification de Juno Beach. C'est là que le Canada a cessé de demander la permission d'être considéré comme une puissance militaire importante et l'a simplement prouvé par l'action. Les Canadiens n'ont pas attendu que d'autres valident leur courage. Ils l'ont démontré sur une plage en France alors que le monde les regardait. En 2021, le dernier vétéran vivant de la plage de Juno est décédé. Le soldat John Jack Polton est mort à l'âge de 100 ans. Avant sa mort, un journaliste lui demanda ce qu'il voulait que les gens se souviennent du 6 juin 1944. Polton réfléchit longtemps avant de répondre. « Souvenez-vous que nous étions juste des gars ordinaires qui ont fait ce qui devait être fait. Nous n'étions pas spéciaux. Ce que nous avons fait était spécial et nous l'avons fait ensemble. Canadiens, Britanniques, Américains, Français libres, Polonais. Ceux qui ne sont pas revenus méritent de rentrer chez eux. Nous sommes rentrés chez nous pour eux. Alors souvenez-vous d'eux. Aujourd'hui, à Juno Beach, la marée monte 2 fois par jour, lavant le sable propre, effaçant les empreintes comme si rien ne s'était passé là. Mais dans la ville de Courseulles, gravés dans la pierre au mémorial de la plage de Juno, des mots rappellent à chaque visiteur ce qui s'est passé sur cette plage il y a 80 ans. Quand Dieu n'en rend à thee, nous veillons sur toi. Ce sont les paroles de l'hymne national canadien. Le 6 juin 1944, les jeunes Canadiens ont tenu cette promesse avec leur vie. Ils ont débarqué sur une plage fortifiée par un ennemi qui avait conquis la majeure partie de l'Europe. Ils ont affronté des mitrailleuses, de l'artillerie, des mines et des obstacles conçus pour les tuer. Ils ont été rejetés par certains comme des amateurs, des idiots, manquant de l'esprit combatif nécessaire pour gagner. Et ils ont prouvé à chaque douteur qu'il avait tort. Ils ont combattu pour quitter cette plage, ont avancé de 9 miles à l'intérieur des terres, ont atteint ce que les planificateurs militaires pensaient impossible, et sont devenus la seule force alliée à atteindre leurs objectifs du jour J. Le prix a été mesuré en rangées de croix blanches. L'héritage est mesuré en liberté. 80 ans plus tard, les enfants français jouent sur la plage de Juno, construisant des châteaux de sable là où des hommes sont morts. Cette liberté, cette paix, cet avenir ont été achetés avec le sang canadien. Ces soi-disant idiots qui ont attaqué les bunkers allemands le 6 juin 1944 ne se battaient pas pour la gloire, les médailles ou la reconnaissance. Ils se battaient parce que la tyrannie devait être arrêtée et que quelqu'un devait le faire. Ils se battaient pour des villages qu'ils n'avaient jamais vus, pour des gens qu'ils ne rencontreraient jamais, pour un avenir qu'ils ne survivraient peut-être pas pour voir. Le monde se souvient d'eux. Les croix de Bény-sur-Mer garantissent que le monde ne les oubliera jamais. Et la leçon de la plage de Juno résonne à travers l'histoire. Ne jamais juger le courage par la nationalité, ne jamais sous-estimer la détermination basée sur des suppositions, et jamais, au grand jamais, sous-estimer ceux qui se battent pour la liberté.